Après le dernier conseil des ministres tenu le 10 août passé, les membres du gouvernement sont allés en vacances. Comment fonctionnent les ministères pendant cette période? Qui en assure les affaires courantes? Les réponses dans ce journal. Le faible taux de change du franc CFA constitue un véritable handicap pour les musulmans candidats au Hajj 2016. Arrivés hier dans la ville sainte de Médine, nos reporters sur place en ont rencontré certains confrontés aux problèmes de monnaie. Vous le verrez aussi dans ce journal. Puis nous irons au Mali où une personne a été tuée et une dizaine d'autres blessées hier mercredi à Bamako dans des heurts entre les forces de l'ordre et des jeunes qui protestaient contre l'arrestation d'un chroniqueur radio. Bonsoir mesdames et messieurs, vous êtes au bon endroit au bon moment, bienvenue dans cette édition. Et voilà plus d'une semaine déjà que le gouvernement est en vacances. Le gouvernement en vacances certes, mais les ministères fonctionnent bel et bien. Comment cela se fait-il? Qui gère concrètement les affaires courantes? Élément de réponse dans ce reportage signé par Kassoro Kone. Plateau, il est un peu plus de 8 heures ce jeudi matin. Dans un des bureaux du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service Civique, le directeur de cabinet Naklouba Souaré et le chef de cabinet Nazeri Koulibaly sont en séance de travail. Ils doivent représenter leur ministre en vacances, tout comme l'ensemble des membres du gouvernement, à une activité dans la commune de Port-Boué. La vacance de M. le ministre ne met pas en vacances non plus le personnel. La preuve que nous étions en train de partir pour une activité à Port-Boué. Au ministère des Transports, le constat est le même. Le directeur de cabinet est en séance de travail avec ses collaborateurs. Juste à côté, le chef de cabinet reçoit les acteurs du milieu du transport. Nous avons travaillé sur plusieurs dossiers et un certain nombre de réunions qui étaient prévues se sont déroulées, d'autres sont en cours. On a examiné la situation du passage de la ligne 1 du métro d'Abidjan. Par exemple, avec des représentants des mairies qui avaient été associés à cette rencontre. Nous sommes venus changer avec le ministère du Transport pour question des chauffeurs routiers de l'Afrique de l'Ouest. Le directeur de cabinet du ministère de l'Environnement et du Développement durable, celui de la fonction publique et de la modernisation de l'administration sont à la tâche. Ils traitent les courriers arrivés des usagers. Les courriers qui arrivent et qui sont traités, comme je le dis souvent, les ministres, ils prennent quelques jours de repos, mais ils ne sont jamais en vacances. Nous appelons les ministres là où ils sont pour des questions pour lesquelles on a besoin de leur avis et des instructions particulières. Un directeur de cabinet est là quand le ministre est là et est là aussi quand le ministre n'est pas là pour évacuer les affaires courantes. Et donc, comme vous le constatez, nous sommes à la tâche et les choses évoluent comme si le ministre était là. Depuis le départ des ministres en vacances, la fréquence des courriers est restée constante selon les chefs des services courriers des différents ministères visités. Nous recevons en moyenne 30 voire 40 dossiers par jour. Puis on les transmet directement à la hiérarchie, c'est-à-dire au cabinet du ministre, où le directeur du cabinet fait les imputations aux différentes directions afin que les agents puissent les exploiter. Quant aux personnes venues pour le traitement de leurs différents dossiers et documents administratifs, elles se disent heureuses et satisfaites de l'accueil. Je suis venu pour un renseignement pour le changement de nom, après le mariage légal. Quand je suis arrivé, quand j'ai posé des problèmes, il m'a expliqué ce que je dois fournir. Nous sommes venus déposer des dossiers au ministère des Emplois des Jeunes. Nous avons vu déjà la secrétaire, on nous a demandé d'attendre. Selon le cabinet du ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, des visites inopinées dans les différentes administrations publiques seront renforcées en vue de multiplier le contrôle et la vérification de la présence des fonctionnaires et agents de l'État à leur poste. Des experts ouest-africains de la CEDEAO sont en ce moment réunis ici à Abidjan pour plancher sur des mécanismes afin d'impulser l'industrialisation dans leurs différents pays, ce qui pourrait sonner le départ de la transformation sur place de nos différentes matières premières. Herman Guivet. En 1975, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest signe un traité qui fixe le développement et la coopération industrielle régionale comme l'une des priorités du processus d'intégration économique régionale. Malheureusement, l'évolution industrielle régionale n'est pas à la hauteur des attentes. Pour y remédier, l'industrie agroalimentaire est donc identifiée comme l'une des 4 priorités sectorielles
pour le développement de l'industrie régionale. Cette réunion vise à apporter des réponses concrètes sur la manière dont nous pouvons faire jouer les synergies entre nos politiques nationales dans le domaine de la transformation industrielle, de l'anacarde et du cacao. Donc ce sont des débats qui vont déboucher sur des résolutions concrètes qui vont ensuite être soumis aux ministres et aux chefs d'État pour avoir une politique régionale sur l'industrialisation de l'anacarde, du cacao et donner un signal très fort à tous nos partenaires extérieurs pour venir investir localement. Stratégie arrêtée, promouvoir certains produits clés comme le cacao, la noix de cajou, l'huile de palme, l'anacarde en misant sur une stratégie de rapprochement. Mettre en place un système d'accompagnement des différents opérateurs qui ont une capacité d'investissement mais qui ne sont pas forcément des industriels à la base, leur mettre à la disposition un ensemble d'outils pour leur permettre de conduire leurs actions d'investissement. Ces produits promus, l'intégration des peuples de la CEDEAO via la transformation sur place de leurs matières premières ne pourrait que connaître un essor considérable. Au niveau du cacao, on a environ 73% de la production mondiale. On ne transforme pas plus de 30%. Au niveau de l'anacarde, on tourne autour de 50% de la production mondiale. On ne transforme même pas plus de 10%. Plus vous transformez, plus vous créez de la richesse nationale. Le secteur de l'anacarde, imaginez si nous arrivons à transformer 50%, le nombre d'emplois que ça peut créer. L'objectif général de cet atelier est donc d'examiner les contraintes industrielles dans le domaine de l'anacarde, de la noix de cajou et du cacao et de proposer des réponses spécifiques appropriées dans un cadre régional consensuel. L'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire est allée récemment à la rencontre des autorités locales, régionales, cela pour tenter d'apporter des solutions durables aux problèmes d'exploitation clandestine et informelle de mines en permettant aux régions de profiter des revenus générés par ces activités. David Soyo, Grascando. L'exploitation minière et pétrolière représente une source importante de recettes fiscales et un secteur pourvoyeur d'emplois. Pour conserver ces acquis, le gouvernement ivoirien a mis en place des mécanismes de transparence et de surveillance. Malgré ces efforts, force est de constater que beaucoup reste à faire, à savoir la répartition équitable de ces ressources. Les autorités locales veulent donc s'impliquer dans la gouvernance de ce secteur extractif, d'où cette rencontre d'information et d'échange initiée par l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, ARDCI. Il est donc bon que des propositions soient faites aux autorités compétentes pour que ces richesses-là puissent profiter de façon effective aux secteurs, aux lieux, aux régions dans lesquelles ces richesses-là sont tirées. Nous avons au quotidien à nous occuper des routes, de la voirie, de la santé des populations. Et nous avons aussi besoin que les populations adhèrent au développement voulu par le président de la République. Et pour cela, il faut qu'elles sentent qu'il y a un retour sur l'exploitation de leur environnement. L'initiative est soutenue par le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Cette réunion est l'occasion pour comprendre d'abord le phénomène, comprendre comment l'activité pétrolière, l'activité minière est gérée, comment les contrats sont conclus entre l'État et les opérateurs, et donc pour qu'ensuite les collectivités puissent voir quelle est la meilleure manière par laquelle elles vont introduire un plaidoyer auprès de l'État à l'effet de mieux profiter des retombées financières de cette activité-là. La rencontre sera aussi l'occasion de proposer des outils pouvant favoriser la création d'espaces pour la résolution des conflits. Direction la casse d'Abobo, au nord d'Abidjan, où des ferrailleurs se plaignent des coûts en vigueur du kilogramme de ferraille dans le pays, fixés entre 70 et 100 francs CFA. Ils souhaitent pour cela la levée de la mesure d'interdiction d'exportation de la ferraille prise en 2013. Le gouvernement, lui, est formel. La loi ne sera pas changée. Explication, Francis Boifou. De la ferraille, en grande partie des fontes encore appelées ferraille morte ou matériaux lourds. Les ferrailleurs rencontrent des difficultés pour les vendre aux industriels locaux depuis la loi 2013 interdisant l'exportation de la ferraille. Les usines ne transforment que la qualité acier, c'est-à-dire les tôles de voitures et puis alors les quelques pièces aussi en acier, c'est ça ils transforment. Mais tout ce qui est fonte, alors ils n'ont pas la capacité de transformer. Donc quand vous arrivez aux usines avec la fonte, alors on vous fait retourner
Incapacité des industriels locaux à transformer les matériaux lourds ou à les acheter. Nos investigations nous conduisent dans une unité de transformation à Yopougon, zone industrielle. Contrairement à ce qui a été dit, nous n'avons jamais arrêté d'acheter la fonte. Il y a eu certainement un ralentissement de l'achat de la fonte qui était lié à un problème environnemental. Nous recevons toute la ferraille, mais également toutes les fontes, puisqu'aujourd'hui, suite à la réalisation de l'investissement, nous pouvons traiter la fonte. La preuve, c'est qu'il y a quelques mois, nous avons 30 000 tonnes de fonte. Aujourd'hui, nous avons pu absorber, transformer 10 000 tonnes. Il nous reste 20 000 tonnes que nous continuons à transformer et nous sommes aptes à recevoir toutes les fontes qui sont disponibles à effet de les traiter. Les ferrailleurs estiment entre 48 000 et 50 000 tonnes le stock de fonte disponible sur les différents sites du district d'Abidjan avec 150 tonnes pour la casse d'Abobo. Que l'État nous aide à trouver une solution pour ouvrir l'exportation de la fonte. Le décret du gouvernement demeure. Donc, il demeure suspendu toute exportation de produits ferreux. Parce que la Côte d'Ivoire entend promouvoir une industrie des produits ferreux. Autre préoccupation soulevée par les artisans ferrailleurs et qui fait objet de discussion à l'initiative du cadre de concertation État-secteur privé, le prix du kilogramme de ferraille. Il se situe entre 70 et 100 francs CFA selon la qualité. Trop faible, disent les ferrailleurs. L'État annonce pour les prochains jours des mesures visant la réglementation du commerce de la ferraille. L'idée est de permettre aux artisans de réaliser des bénéfices tout en permettant aux industriels de disposer de la matière première pour le bon fonctionnement des unités de transformation. La tiéké est de retour dans nos assiettes. Après s'être fait rare pendant des mois sur les marchés, ce mets fait à base de semoule de manioc refait surface pour le grand bonheur des consommateurs, même s'ils ne sont pas encore satisfaits des quantités qui leur sont servies. Éric Goré. Des femmes épluchant des tubercules de manioc pour leur transformation en vue d'obtenir de la tiéké, cette denrée à base de semoule de manioc. La tiéké est un aliment très prisé par les Ivoiriens. Il y a quelques mois, le prix du panier avait doublé. Le sachet vendu à 100 francs était passé à 200 francs à cause de la rareté du produit. Plusieurs spéculations ont été faites pour tenter d'expliquer les raisons de ce manque. 3 mois après, la situation s'améliore. Les vendeurs et vendeuses sont visibles à tous les coins de rue. Les fabricants d'atiéké ne chôment plus. Mais si l'atiéké est de retour, le prix n'a pas encore baissé selon les vendeurs. Le panier d'atiéké trouve 4 000 à 5 000 francs, jusqu'à avancer un peu de 6 000 à 7 000. Aujourd'hui, l'atiéké est monté jusqu'à 11 000. Concernant la quantité servie, les clients sont d'avis divergents. Si certains se disent satisfaits, d'autres ne le sont pas. Il y a vraiment de l'atiéké sur le marché. La quantité a augmenté. Je tiens vraiment à encourager les producteurs à aller de l'avant. Je suis content même parce que l'atiéké, là, on ne gagne pas. Là même, ça ne nous arrangeait pas. Moi, je flotto souvent les trucs, mais maintenant, là, l'atiéké est de retour là. Nous, on mange bien l'atiéké, on est content. L'atiéké est devenu cher. Pourtant, avant, c'était moins cher. Il faut mettre 500 francs. Pourtant, avant, il faut mettre 300 francs pour manger, ou 250. La disponibilité de l'atiéké devait inspirer les acteurs de la filière à baisser les prix au profit des consommateurs. Ceux-ci attendent toujours, espérant que cela se fasse rapidement. À Dakar, 39 Ivoiriens et amis de la Côte d'Ivoire vivant dans la capitale sénégalaise viennent d'être distingués par la République. Ils ont été décorés par la grande chancelière de l'Ordre national, Henriette Dagri-Diabaté, pour leur contribution significative au rayonnement de la Côte d'Ivoire. Émilie Touré, Abou Sanogo. 39 Ivoiriens résidant au Sénégal et des amis de la Côte d'Ivoire distingués par la grande chancelière de l'Ordre national, Henriette Dagri-Diabaté à Dakar. Point commun de ces personnes, leur contribution au rayonnement de la Côte d'Ivoire. La cérémonie s'est déroulée en présence de personnalités ivoiriennes et sénégalaises, notamment l'amiral Ousmane Ibrahim Massal et Abdou Mbow, respectivement grand chancelier et 3e vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Rapprocher la population ivoirienne et celle vivant à l'extérieur de la grande chancellerie est le plan de politique de la grande chancelière.
Pour ce faire, il faut rechercher des hommes et des femmes de mérite cultivant les valeurs républicaines et dont l'exemple peut inspirer positivement la plus grande masse de la population. Vous êtes donc les premiers d'une longue liste. La nation ivoirienne vous félicite et vous engage à continuer de porter le flambeau de la recherche, de la concorde et de la cohésion, la flamme du développement économique et culturel qui, comme chacun le sait, est sans frontières, la chaleur de la solidarité et de la fraternité. Les porte-paroles des récipiendaires ont remercié la grande chancelière pour l'initiative tout en promettant de faire plus pour mériter la confiance de la nation ivoirienne. L'ambassadeur ivoirien Edouard Kassarati et l'ancien ministre sénégalais Cheikh Tidiane Gadio ont été faits commandeurs de l'ordre national de Côte d'Ivoire. Ici, en Côte d'Ivoire, à Gagnoa précisément, l'on a déploré un drame dans la nuit du 8 au 9 août dernier où 6 membres d'une famille ont péri dans l'incendie de leur domicile, surpris dans leur sommeil par le feu. Une délégation du ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant s'est rendue sur place pour apporter compassion et soutien aux survivants. Kader Sogodogo, notre confrère de la station régionale RTI Boaké. Gagnoa, quartier Zapata résidentiel. C'est ici que vivait Raphaël Peyugo Koulibaly et 8 membres de sa famille. Cet inspecteur d'orientation est resté tard dans la nuit du 8 août, jour férié, au bureau. De retour chez lui, il sera surpris par un incendie dans lequel il va perdre sa vie. Avec lui, son épouse et 4 de ses enfants, dont Tatiana, qui portait une grossesse de 6 mois. Le frère de la victime, qui a pu s'échapper des flammes, a réussi à sortir ses 2 neveux avec qui il partageait la même chambre. Il revient sur cette nuit meurtrière. Les enfants m'ont réveillé pour me dire qu'il y avait du feu dans la chambre. Et quand j'ai ouvert la porte de notre chambre, j'ai vu qu'il y avait la fumée et le feu partout dans la chambre. J'ai fermé la porte de la chambre et on a cassé les vitres de la fenêtre de la chambre. Et j'ai pris la porte du placard, j'ai pu faire une ouverture sur l'antivol de notre chambre. J'ai fait sortir les enfants et moi-même je suis sorti. Et après je suis parti vers la chambre des filles parce qu'elles étaient en train de crier aussi. Donc, je suis parti, j'ai essayé de casser l'antivol mais je n'arrivais pas. Et à un certain moment je n'entendais plus les cris. Et moi-même j'avais commencé à étouffer. Donc j'étais obligé, je suis sorti. Quand je suis venu par l'arrière, je suis rentré par l'entrée principale. J'ai vu que la chambre des parents et le salon, tout était déjà parti en feu. Face à cette tragédie, la compassion du ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant ne s'est pas fait attendre. C'est vraiment une grande tragédie. Une tragédie qui touche non seulement la communauté de Gagnoa, qui touche également la population de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi Madame le ministre Yahweh Frazi Kwasi nous a dépêchés aussitôt pour que nous puissions venir apporter notre compassion. La délégation a offert des dons en numéraire, en vivres et non-vivres. Raphaël Peyugo Koulibaly, son épouse et ses 4 enfants seront inhumés le samedi 20 août 2016 au cimetière municipal de Gagnoa. En attendant, au bas de son faire-part, on peut lire « Il y a un temps fixé pour tout, un temps pour toutes choses sous le ciel, un temps pour naître et un temps pour mourir. » Ecclésiaste 3, versets 1 à 2. Ainsi soit-il. Alpha Barry est en Côte d'Ivoire. Le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso est l'invité spécial de Kanawolo, une localité du nord de la Côte d'Ivoire où il a pris part à l'Assemblée générale ordinaire de l'Association pour la mise en valeur de Kanawolo. Il en a même été fait membre d'honneur. Kwadio Kwame, RTI Boaké. Le ministre burkinabé des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur a foulé le sol de Kanawolo, village qu'il a vu naître et forger ses premiers pas dans la vie. Cérémonie de reconnaissance, d'hommage appuyé à l'illustre membre d'honneur de l'Association pour la mise en valeur de Kanawolo, AMVK. Alpha Barry s'est dit heureux de se retrouver parmi les siens. Le ministre burkinabé a exalté l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Les acquis de l'AMVK qui a 46 ans de vie. On cite les 3 écoles primaires dans un village avec une école maternelle. On cite les cantines pour ces écoles. On cite la maternité, le centre de santé et puis les divers lotissements.
sans oublier le magasin de stockage, le foyer polyvalent. Les autorités administratives et les élus de Niakaka-Madougou ont vivement félicité les membres de cette organisation pour le sens de l'union et la solidarité qui contribuent à l'essor de leur terroir commun. L'AMVK doit servir d'exemple car l'État-providence n'existe plus. On va à présent se rendre à Soubré où le RHDP, le Rassemblement des eaux-fouettistes pour la démocratie et la paix, a sensibilisé ses partisans sur le bien fondé du projet de nouvelle constitution. Eugène Atoubé, depuis Soubré. À la maison des jeunes de Soubré, une atmosphère de campagne. Toutes les structures du RDR de Soubré, à l'appel du secrétariat départemental dirigé par Adama Mané, ont encore démontré ferveur et engagement militant. Le jeu en valait la chandelle. L'intérêt de cette mobilisation, la cérémonie de remise de moyens de locomotion pour une campagne en faveur du prochain référendum constitutionnel. Ce sont 10 motos neuves, à la robustesse attestée, qui ont été mises à la disposition de la délégation départementale du RDR de Soubré. Le donateur Ibrahima Kourouma, fils de Soubré, militant du RDR et départemental adjoint de ce parti. L'objectif essentiel pour lequel nous leur donnons cela maintenant, vous savez très bien qu'il y a le référendum. Et très bientôt, il faut aller vers la population pour expliquer de telle sorte que ce référendum soit voté à un grand pourcentage. Donc pour nous, c'est un moyen pour qu'ils aillent convaincre nos militants. Le bon message, la participation massive des militants et sympathisants du RDR à Soubré et le triomphe du oui au référendum constitutionnel annoncé pour les semaines à venir. Le RDR veut compter sur sa vitalité et sa forte implantation à Soubré et dans la région du Nawa. Un mot de religion dans ce journal. Sur les 5600 musulmans ivoiriens candidats au Hajj cette année, 450 sont arrivés hier à Médine, en terre sainte d'Arabie Saoudite. Plusieurs d'entre eux sont cependant confrontés à ce qui se présente comme un casse-tête. Ils ont de l'argent, des coupures de francs CFA qu'ils doivent forcément échanger s'ils veulent faire des achats ou d'autres opérations. Mais le bas blesse, c'est le taux d'échange qui justement est trop bas. Reportage RTI 1 à Médine, Mamadou Kouassi, Lamine Dramé. Venu de la ville de Gagnoua pour effectuer le 5e pilier de l'islam, le pèlerinage édition 2016, Mou Okone est très inquiet ce matin. Son souci, comment effectuer ses courses pendant qu'il ne dispose que de la monnaie ivoirienne, c'est-à-dire le franc CFA. Il faut alors se soumettre au change sur un marché non conventionnel. Il rencontre alors Moussa, vendeur informel de devises étrangères. Moussa propose aux fidèles musulmans ivoiriens 10 000 francs CFA pour 52 rials saoudiens, soit l'équivalent du prix de 2 petits chapelets, pendant que le marché international propose 65 rials saoudiens pour 10 000 francs CFA. Mais le futur pèlerin ivoirien n'a pas le choix, c'est la loi du marché. Bon, à l'heure où nous sommes venus pour les échanges de la monnaie que les enfants m'ont bien remis pour faire un bon pèlerinage. Et Dieu merci, je suis tombé sur ce commerçant Moussa, qui apparemment est très bien. Parce que j'ai fait monnaie tout de suite de 100 000 francs à la banque, ce qui correspond à 2500 francs dans leur riad. Or, avec lui, il y a eu plus de 100 francs de plus. Comme lui, ils sont nombreux, ces candidats au Hajj 2016 qui disposent d'importants montants en francs CFA sur eux, actuellement en terre sainte. Parce qu'à Abidjan, je n'ai pas eu le temps de faire la monnaie. Et arrivé ici, j'ai profité pour faire la monnaie en réal. J'ai échangé 150 000 et j'ai eu réal 425. J'avais un peu de CFA que j'ai échangé. 5 000 francs, ça fait 26 rials. Bon, après les consignes, en tout cas reçues, il s'avère que les autres monnaies telles que euro, dollar, c'est bon d'aller échanger en banque. Bon, au lieu de faire de façon traditionnelle comme je m'apprêtais à le faire, je pense que je vais me rendre dans une banque pour échanger cela. Les responsables de l'organisation interpellent donc les parents des candidats au Hajj 2016 encore présents à Abidjan sur les dispositions à prendre. Actuellement, nous sommes à Médine. Le CFA n'a pas de prix actuellement. L'échange est très bas. Et donc, c'est un problème. Elles sont déjà venues avec l'argent. Il faut faire la monnaie pour pouvoir faire des achats. Et donc, on dit ça pour ceux qui arrivent. S'ils peuvent faire l'échange à Abidjan, soit en euros ou bien en dollars,
c'est plus avantageux que le CFA actuellement. Voilà, donc ça, c'est un appel que je lance. Tu payes par exemple $100 à Abidjan, 60 000. Ici, tu viens, on te donne 375, qui fait un bénéfice de plus de 15 000 francs CFA. Les 60 000 là, quand tu donnes 60 000 ici, on te donne 300 rials. Or, quand tu donnes 60 000 que tu as fait pour prendre euro, dollar à Abidjan là-bas, ils vont te donner 375. Pour l'instant, Moussa et ses camarades se frottent les mains car les candidats continuent d'affluer sur ce marché noir de vente de devises étrangères. Une personne a été tuée et une dizaine d'autres ont été blessés, dont 2 grièvement hier mercredi à Bamako, dans des heurts entre les forces de l'ordre et des jeunes qui protestaient contre l'arrestation d'un chroniqueur radio contestataire. Ces heurts ont éclaté devant le tribunal où comparaissait l'animateur Mohamed Youssouf Batili dit Rasbat, arrêté lundi soir. La manifestation a rapidement dégénéré avec des voitures brûlées et des tirs de grenades lacrymogènes par les forces de sécurité. Bilan, 1 mort, 11 blessés dont 2 grièvement touchés et 2 véhicules des forces de l'ordre brûlés. Animateur d'émissions souvent polémiques, Mohamed Youssouf Batili s'en était pris ces derniers jours à l'armée malienne qui a subi récemment de lourdes pertes dans les attaques djihadistes et au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, taxé d'incapacité à gérer l'armée. À la suite de ces dernières émissions, il est arrêté et poursuivi pour outrage aux bonnes mœurs. Sur les réseaux sociaux, il avait appelé ses nombreux partisans à venir lui manifester leur soutien au tribunal de grande instance ce mercredi, donnant rendez-vous à ce qu'il appelle la jeunesse responsable du Mali au tribunal pour défendre la liberté d'expression et envoyer un message fort, mais tout en appelant à le faire dans le calme. Son audition n'a finalement pas pu se tenir, le personnel ayant vidé les lieux à cause de la présence massive de manifestants. Résultat, elle a été reportée à une date ultérieure. Le jeune homme, qui est par ailleurs le fils du ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières, Mohamed Ali Batili, s'est également signalé par des chroniques au vitriol contre le chef du gouvernement, Modibo Keïta, et d'autres cadres de l'administration. Au moins 3 personnes ont été tuées et 120 autres blessées ce jeudi dans un attentat à la voiture piégée survenu à Elazig, un bastion conservateur et nationaliste turc de l'Est de la Turquie, jusqu'à présent épargné par le conflit kurde. Au moins 3 policiers ont été tués et 146 autres personnes blessées, dont 14 grièvement ce jeudi, dans un attentat à la voiture piégée survenu à Elazig, un bastion conservateur et nationaliste turc jusqu'à présent épargné des ravages du conflit kurde. L'attaque, rapidement attribuée au PKK par le ministre de la Défense Fikri Isik, a visé le siège de la police de cette province non kurde de l'Est de la Turquie. Elle a provoqué des dégâts considérables dans le bâtiment de 4 étages et les immeubles avoisinants, dont des logements pour les familles des policiers en état de choc. Quelques heures plus tôt, dans la nuit de mercredi à jeudi, 3 personnes, 2 civils et un policier avaient été tués et 73 blessés à Van dans un attentat à la voiture piégée, également attribué au PKK par les autorités locales. Van, qui est une grande ville à population mixte kurde et turque et une destination touristique populaire proche de l'Iran, abritant des vestiges des civilisations passées, dont arménienne. Elle avait aussi été relativement épargnée par les violences qui perdurent depuis 1984 et qui ont coûté la vie à plus de 40 000 personnes. Lundi dernier, 8 personnes, 5 policiers et 3 civils, dont un garçonnet de 5 ans, ont été tués par un attentat à la voiture piégée du PKK contre un poste de police sur une autoroute de Van située à la frontière avec l'Iran. Les forces de sécurité subissent des attaques quasi quotidiennes du PKK depuis qu'un cessez-le-feu entre les rebelles kurdes et les forces gouvernementales a pris fin en 2015. Des centaines de policiers et des militaires ont été tués. Et justement, en Turquie, le parquet d'Istanbul a ordonné la saisie des biens de 187 hommes d'affaires. Ils sont recherchés et soupçonnés d'avoir des liens avec le prédicateur Fethullah Gülen, accusé d'être à la base du putsch manqué de juillet dernier. 60 suspects, dont des patrons de grandes entreprises, ont été placés en détention préventive. Et pour terminer, rendons-nous au Brésil, où se tiennent les Jeux Olympiques. Le ministre ivoirien des Sports s'y trouve aussi en ce moment. Il a rencontré les athlètes
ivoiriens. Sébastien Wignin, notre envoyé spécial à Rio. Le ministre des Sports ivoirien François Albert Amicha a mis à profit sa présence à Rio à l'occasion des Jeux Olympiques pour rencontrer son homologue, ministre des Sports brésilien, Leonardo Pisciani. Ensemble, les deux ont parlé de l'organisation de ces Jeux. Aucune œuvre humaine n'étant parfaite, Leonardo Pisciani est satisfait des actions menées par le Brésil pour la réussite de cet événement planétaire. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire près la République du Brésil, son Excellence Aka Sylvestre, et le ministre des Sports ivoirien François Albert Amicha ont saisi cette occasion pour parler de l'organisation de la CAN 2021 par la Côte d'Ivoire au ministre des Sports brésilien. Vu l'expérience brésilienne, nous avons souhaité, avec monsieur le ministre brésilien, que des relations s'instaurent entre nos deux départements ministériels afin que la Côte d'Ivoire profite de l'expérience et de l'expertise brésilienne. Un message bien perçu par le ministre brésilien Leonardo Pisciani. Oui, bien sûr, nous sommes, tout ce que nous pouvons, nous sommes prêts pour aider. La suite de cette rencontre a été consacrée à une visite au centre industriel de Rio. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité à notre antenne.